Aujourd'hui, on va parler de la gestion d'alerte en production. Alors, c'est un problème que je suis en train de résoudre en ce moment et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on monitore les alertes critiques sur un système en production qui a besoin d'être dispo 24/7. Alors, je pars du principe que on parle de plateforme IT, hein. Mon domaine, c'est quand même le SaaS B2B. C'est des plateformes voilà, hébergées dans le cloud, quoi. Donc c'est ça dont je parle. Mais je pense que ça peut couvrir en fait un panel un peu plus large de domaines. Et ça s'applique à beaucoup de choses en fait. Et c'est pas très compliqué, mais j'ai pas trouvé beaucoup de littérature sur internet sur ce sujet et je trouve que c'est assez intéressant. Bref. Donc quand vous monitorez des métriques sur votre système, vous allez collecter plein d'informations un peu partout. Et le rôle de l'observabilité, c'est ça, c'est de collecter le plus d'informations possible. Alors dans la limite du raisonnable, dans ce que vous pouvez stocker et ce qui est pertinent bien sûr. Et ensuite, avec l'expérience, quand votre système va devenir gros, mature, etc., vous allez avoir des incidents, etc., et vous allez apprendre de vos erreurs et vous allez mettre en place des alertes automatisées. Et ces alertes automatisées, elles peuvent déclencher des procédures d'on-call ou des procédures qui vont essayer de joindre quelqu'un rapidement pour que quelqu'un puisse intervenir sur le système. Alors aujourd'hui, on a des applis dans le cloud qui sont quand même relativement résilientes et donc on a des plateformes avec des SLA très élevés qui sont redondantes sur plusieurs régions, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des incidents. Et même quand vous avez un super orchestrateur comme Kubernetes, etc., que tous vos containers redémarrent automatiquement, quand ils crashent, etc., bah, ça n'empêche pas d'avoir des galères en prod. Voilà, ça c'est la vie, c'est comme ça. Et donc vous allez devoir besoin d'être contacté quand il y a des gros problèmes, quoi. Il faut absolument mettre ça en place si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place? Une fois que vous avez ces alertes automatisées, vous n'avez peut-être pas encore mis en place des astreintes. Ça va dépendre de la taille de votre business, de l'impact quand la prod est KO, tout ça. Ça, c'est à vous de décider. Si vous voulez ou pas mettre des astreintes en place, ça peut être compliqué dans certains pays avec la législation. En France, en l'occurrence, c'est compliqué. Mais ça change pas vraiment. Donc même si vous n'avez pas d'astreinte, vous avez besoin d'avoir des alertes automatisées comme ça avec oula. Oups. Je disais, je dois rester concentré, je suis en train de conduire, il faut quand même que je me concentre un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des blancs, c'est pour ça que c'est pas aussi fluide que quand je parle à l'intérieur de mon van. Alors, donc ces incidents, ils peuvent être déclarés à la suite, ils sont généralement déclarés à la suite des alertes. Donc, quand vous recevez une alerte, en fonction de la criticité, vous allez avoir un SLA pour y répondre. Donc, pour les plus critiques, ça peut être de moins de 30 minutes. Et donc, il faut réagir. Donc, la première chose que vous devez faire quand vous recevez l'alerte, vous recevez la notification, donc vous l'avez reçue, donc vous en êtes responsable en fait. Et ça va dépendre comment vous mettez ça en place, comment vous mettez à votre rotation d'astreinte de gestion des alertes en place. La première chose à faire, c'est de donner un accusé de réception. L'accusé de réception, ça permet de passer l'alerte en acknowledged en anglais. Ça veut dire que quelqu'un l'a bien reçu. Ça ne veut pas dire forcément que les investigations sont lancées, mais voilà, si vous donnez le hack, il y a votre nom qui est généralement associé à l'accusé de réception sur l'alerte, et donc vous en êtes responsable. Ça, c'est clair. À moins que ce soit clairement délégué, il faut bien le spécifier. Pour une raison X ou Y, vous pouvez décider de le déléguer, mais si vous faites acknowledge, vous en êtes responsable. Et donc ensuite, il va falloir réagir. Donc il va falloir commencer à prendre des investigations. Si vous n'êtes pas chez vous, si vous êtes sur la route, si vous êtes dans le métro, il va falloir attendre que vous ayez accès à votre ordinateur
etc. Et là, vous allez, une fois que vous êtes disponible pour commencer les investigations, vous allez juste devoir lever le doute, savoir si ou pas c'est un vrai problème. Parce que dans les alertes, il y a beaucoup de bruit et il y a toujours du bruit. C'est très difficile de faire des alertes qui sont pertinentes systématiquement. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il vaut mieux avoir des faux positifs qu'ignorer des vrais problèmes, quoi. Ça, c'est important. Donc, quand vous monitorez, si vous avez des doutes, des fois, il faut lever des alertes. Donc, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Et si vous commencez à dire qu'il faut que toutes les alertes soient systématiquement des vrais incidents, ça va pas marcher. Vous allez forcément ignorer des vrais problèmes. Donc ça, c'est une chose. Et malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, quand vous êtes en duty, quand vous êtes responsable de recevoir, quand vous recevez ces alertes, vous êtes dans le calendrier d'astreinte ou dans le calendrier de rotation, eh bien, vous avez la première chose à faire quand vous recevez une alerte, c'est ça, c'est de lever le doute. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc, si ça s'avère être un problème, eh bien, vous allez ouvrir un incident et vous allez fermer l'alerte. Et la suite se fait dans la gestion d'incident. Donc là, vous allez commencer à ouvrir une cellule de crise, entre guillemets. Donc vous allez démarrer une visio. Je pense que c'est mieux de le faire en visio. Il y a tellement peu de gens maintenant qui travaillent 100% du temps sur site que je pense que le visio, c'est toujours mieux, même si vous êtes sur site. Et là-dedans, vous allez inviter des gens qui peuvent vous aider éventuellement. Et donc, ça va dépendre en fait de l'ampleur du problème. Donc la toute première chose, c'est de voir s'il y a un impact sur les clients ou pas. S'il y a un impact sur les clients, vous allez devoir déclarer un incident sur votre status page. Une status page, c'est une page publique qui donne les disponibilités de votre plateforme et qui offre un moyen à vos clients de s'enregistrer à des événements, à des feeds quand il y a des problèmes en production. Et donc, quand vous déclarez un incident, eh bien, ils vont recevoir une notification. Donc, ça va permettre de communiquer avec vos clients en plus de fournir un historique sur la disponibilité de la plateforme. J'appelle ça un status page. Statuspage.io, je crois que c'est ce qui est le plus utilisé. Mais il y en a plein, il y en a des centaines. Il y a des centaines d'outils pour faire ça. Si vous trouvez ça trop cher, n'hésitez pas à changer d'outil. Vous pouvez même l'intégrer avec vos métriques pour automatiser en fait la déclaration des incidents là-dedans. Que personnellement, j'aime pas trop. Je préfère que ce soit fait manuellement. Du moins, pour le moment, là où je travaille, c'est plus simple. Alors, pour moi, il y a quand même deux types d'alertes dont j'ai pas parlé. Il y a des alertes fonctionnelles et des alertes techniques. Les alertes fonctionnelles, elles ont un impact concret sur les utilisateurs. Parce que c'est sympa de faire du monitoring sur du CPU, des trucs comme ça, techniques. Mais tant que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Le principal, en fait, c'est que vos clients soient contents. Hein. C'est ça. Vous faites du business, quoi. Vous ne faites pas des trucs de geek pour vous faire plaisir. Enfin, je veux dire, vous opérez des systèmes en production et ces systèmes, sont des produits que vous vendez. Donc, si les clients sont contents, il n'y a pas de problème. C'est tout. Donc, les alertes fonctionnelles, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça qu'il faut monitorer en premier. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus critique. Donc, si ces alertes symétriques, elles détectent des comportements qui empêchent les utilisateurs de travailler correctement, il faut agir tout de suite. Et les alertes techniques, ça ne veut pas forcément dire que la plateforme n'est pas utilisable. Mais par contre, ce qui peut être utile, c'est que vous pouvez anticiper des vrais problèmes. Donc, si vous voyez que le disque commence à se remplir, qu'il est à 95% sur une machine, vous pouvez anticiper qu'il va y avoir un problème. Il ne faut pas attendre que ce soit à 100%. Ça s'appelle anticiper. Mais c'est pas quand même la même criticité qu'une alerte fonctionnelle. Donc, il n'y a pas forcément encore d'impact. C'est ça qu'il faut bien retenir. Et donc voilà, il y a quand même deux types d'alertes. Donc quand vous recevez une alerte technique, il faut d'abord vérifier qu'il y a un impact fonctionnel. S'il n'y en a pas, eh bien, vous allez devoir évaluer
estimer en fait dans combien de temps la plateforme va être impactée, quel est le risque qu'elle devienne impactée, et donc ça va vous permettre de savoir s'il vous faut agir tout de suite ou non. Donc lorsque vous ouvrez cette cellule de crise, ça peut être une visio sur Teams. Teams, c'est pas mal pour ça. Si vous êtes sur Microsoft, si vous êtes sous Windows, quasiment tout le monde y a accès. C'est un bon outil, du moins pour les conférences. Pour le chat, c'est un peu moins bien, mais bon, ouais. Voilà. Donc là-dessus, vous allez commencer à investiguer et vous allez partager votre écran. Vous n'investiguez que quand vous avez communiqué au client. Vous n'investiguez pas tant que vous n'avez pas envoyé de communication. Si vous commencez à investiguer, si vous faites comme moi, ça c'est mon style et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens comme ça, j'ai des capacités de concentration très fortes quand je commence à faire quelque chose. J'oublie complètement le reste. Et si je commence à investiguer, dans une demi-heure, j'ai toujours pas envoyé de notification au client. Et une demi-heure, c'est beaucoup de temps. Donc là, vous êtes dans l'urgence, il faut agir vite. Donc il faut vraiment faire les choses dans le bon ordre. Donc la première chose, et je l'ai dit et je le redis, parce que j'ai fait cette erreur. Donc je vous le dis, et j'ai vu beaucoup de gens le faire aussi, il faut communiquer. Quand vous commencez à investiguer, il faut inviter d'autres gens. Il faut que vous ayez un regard externe sur ce que vous êtes en train de faire, parce que vous pouvez faire des catastrophes en cascade. Vous pouvez déclencher d'autres problèmes en essayant de les résoudre. Donc, si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas le choix, alors c'est OK, hein. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais il va falloir relire tout ce que vous faites avant de trouver un quick fix. Donc, le but de cette investigation, c'est ça. C'est de trouver un moyen de remettre la production en marche le plus vite possible. Et on n'est pas là pour faire des trucs intellectuels ou réfléchir à design d'architecture, ce genre de trucs. On ne cherche pas de root cause. On ne cherche jamais de root cause dans un incident. Vous n'avez pas le temps de faire ça. Il faut trouver un moyen qu'elle refonctionne, peu importe le moyen. C'est pas grave. C'est vraiment de la bidouille. Et les fixes de long terme, on les fera plus tard. Donc voilà, ça c'est bien important à retenir. Donc si vous avez la possibilité de travailler à plusieurs, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Il faut absolument inviter des gens, vos collègues, qui vont pouvoir avoir un avis critique sur ce que vous faites et ils vont pouvoir vous donner un feedback en temps réel sur les fixes que vous êtes en train de faire. Et sans ça, vous prenez beaucoup plus de risques. Et à ce moment-là, vous allez devoir réduire ce risque en prenant du temps avant de lancer les commandes qui vont avoir des impacts sur le système. Donc tant que c'est du monitoring, tant que c'est pour investiguer, pour regarder, pour lire des données, il n'y a pas de problème. Mais quand vous commencez à modifier le système, il faut faire attention. Donc, une fois que vous avez résolu le problème, vous avez trouvé un fixe, voilà, c'est terminé. Donc là, l'incident est fermé, c'est fini. Il n'y a plus d'impact pour le client, donc il n'y a plus de problème. Du moins, pour la partie urgente. Vous ne faites plus de pompiers, il n'y a plus de firefighting, tout ça. Vous pouvez chill, c'est fini. Et vous allez récupérer un petit peu parce que c'est éprouvant. Ne sous-estimez pas à quel point ces événements sont éprouvants. Si vous êtes manager, ça sert à rien de rajouter du stress aux gens dans ces situations. Elles sont suffisamment stressantes par nature. C'est totalement idiot de mettre la pression sur votre équipe dans ces situations. J'ai déjà vu le gens le faire, c'est toxique. Ces managers sont toxiques et ils sont très mauvais pour la gestion d'incidents dans des infrastructures en prod. Donc vous devez être rassurant quand vous êtes lead, quand vous êtes manager. Votre rôle, c'est d'être rassurant et d'aider la team. C'est pas de chercher qui est responsable, de savoir pourquoi ça s'est passé. Ça crée des conflits, ça crée des situations ultra toxiques. Vous allez avoir une organisation qui est totalement allergique à la prise de risque, qui veut pas faire d'erreurs, qui accepte pas de faire des erreurs. Ça, c'est une mentalité qu'on veut pas. Dans la mentalité DevOps, dans la mentalité SRE, on veut pas de ça. Les erreurs, ça arrive. Et vous n'avez pas besoin de rajouter des conséquences encore plus de stress à un truc qui est déjà stressant. C'est stressant. La plupart des employés s'en fichent pas, quoi. Ils ont à cœur de faire leur travail correctement. Ils n'ont pas besoin qu'on leur mette la pression. Donc voilà, une fois que vous avez récupéré, vous allez devoir faire un post-mortem. Un post-mortem, ça va être une rétrospective de l'incident. Chronologiquement, vous allez décrire tout ce qui s'est passé. Et ça, il faut le faire assez vite. Parce que faut le faire assez vite, il ne faut pas traîner parce que ça va rester dans votre tête et puis ça va disparaître, quoi. Donc, et puis les évidences, en fait, les logs, les pièces
à conviction, tout ça, eh bien, vous allez peut-être les perdre ou elles vont peut-être disparaître, être archivées, je sais pas. Donc, c'est bien de faire ça tout de suite, quoi. Faut pas que ça traîne. Donc, prenez quand même le temps de récupérer, surtout si vous avez été appelé en pleine nuit et que ça a duré longtemps et tout. Mais faites-le dans les 48 heures maxi. Et dans ce post-mortem, vous allez devoir collaborer avec, vous allez devoir étudier les routes causes, les fameuses routes causes que vous devez absolument pas faire pendant la gestion de l'incident. Vous le faites après, dans le post-mortem. C'est dans le post-mortem qu'on parle de ce genre de choses. C'est à tête reposée, c'est quand vous êtes cool, quand vous êtes détendu et que vous pouvez réfléchir aux problèmes de fond de votre architecture. Pourquoi est-ce que cet incident s'est déroulé et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise pas. Donc il y a quand même un truc aussi à bien retenir, c'est que c'est pas parce que vous avez eu un incident avec un impact sur les clients qu'il faut prendre des actions forcément, quoi. Si l'impact est vraiment très faible, que les actions sont extrêmement coûteuses à mettre en place, ben, on ne fait rien. Et à ce moment-là, l'incident, vous allez devoir écrire dans un runbook. Un runbook, c'est un document qui décrit les actions à faire quand vous avez une alerte. Donc chaque alerte doit être associée à un runbook. Et ça permet de documenter en fait pourquoi est-ce que cette alerte est levée et quels sont les cas potentiels en fait d'impact sur les clients. Donc pour moi ça reste ok de décider de rien faire, c'est fine. Par contre, s'il y a un impact important, il faut agir et il faut agir vite. Donc les actions que vous allez devoir prendre, il ne faut pas juste les écrire, il faut les faire. Donc si vous avez un project manager ou quelqu'un qui finalement s'occupe de vérifier que ce qui a à faire est fait, c'est ça le rôle d'un manager. Il vérifie que ce qu'il y a à faire et ce qui est logué est fait. Donc donnez-lui ses actions et demandez-lui de traquer, qu'elles soient faites rapidement afin qu'il les priorise, mette au-dessus de la backlog en priorité pour les faire dans la semaine. Surtout si c'est des actions rapides. Et souvent, il y a toujours des petits quick wins comme ça à faire, des petites actions qui sont pas très chères, qui vont vous permettre d'éviter cet incident. Et vous pouvez, n'hésitez pas à mettre des actions court terme, des actions moyen terme, des actions long terme. Si vous n'avez pas le temps de fixer la route cause dans l'architecture, c'est trop long, et faites-le en plusieurs étapes. Trouvez un moyen pour que ça se reproduise pas. Même si c'est de la bidouille, c'est pas grave. Juste loguez-le dans vos actions, dans votre plan, quoi. Voilà, donc ce post-mortem, vous allez l'archiver et vous allez en avoir une collection. Et ça, c'est super important, c'est vraiment la base. Et ça, c'est ce qui permet de vous améliorer de façon continue. C'est ça qui va rendre votre système résilient. C'est le fait de analyser les erreurs en profondeur, de prendre des actions et de les faire. Pas juste d'en parler, les faire. Et vous allez avoir un système qui va devenir de plus en plus résilient et il ne sera pas parfait. Des incidents, ça fait partie de la vie des serreux, ça arrivera tout le temps. Et c'est comme ça, c'est la vie. Nos systèmes, ils sont distribués, il y a des milliards de choses qui peuvent se passer dans une prod. Et si vous pensez que parce que votre système est distribué sur plein de régions, il n'a aucune chance de tomber, je vous garantis que c'est possible. C'est tout à fait possible. Il y a toujours des SPOF, des single point of failure, des trucs comme ça, il y en a partout, dans tous les systèmes, même les plus résilients. Donc ça va vous arriver et c'est ça que vous allez devoir faire. Et si ça vous est jamais arrivé, considérez que c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Allez, je dois badger, ciao.